avec quelques retards et nous en excusons. Problème technique de chaise. Bienvenue à vous. Merci, merci d'être là. Merci de vous être inscrit pour ce deuxième atelier dit sociétal du Mondial 2014, intitulé L'automobile et la mode, en écho à la, j'allais dire, merveilleuse exposition. Ça fait un petit peu pub, mais c'est vraiment le mot approprié, qui est situé au hall 8 du Mondial et que vous avez dû parcourir en long, en large, en travers. Exposition qui allait avec une cinquantaine de modèles, je crois, 54 modèles, dresse, peint les liens intimes, et depuis très longtemps, entre l'objet roulant et la mode, et même dans des temps beaucoup plus récents, puisque avec les archives de l'INA qui ne passent plus sur les écrans, mais qui ne vont repasser. Mais ça va repasser, vous les avez vus, vous avez pu les découvrir là-haut, mais ça repassera très certainement. Les archives de l'INA qui permettent de vivre cette histoire de l'automobile, de la mode, dans des temps un petit peu plus récents, avec des archives, à travers des émissions des années 60, 70. On dirait, dans ton journal, on dirait des émissions cultes, mais j'aime pas ce mot-là. Voilà, où on s'aperçoit que les silhouettes et automobiles ne font vraiment qu'un. C'est une histoire de tendance, c'est une histoire d'air du temps, c'est l'histoire qu'on va essayer d'aborder ici pendant cette heure et demie. Vous connaissez le principe de l'atelier, en plus vous êtes très nombreux, public. Donc évidemment, il y a ici des intervenants très très brillants que je vais vous présenter dans quelques instants, mais vous êtes évidemment invités, dès que vous avez une réflexion, un commentaire, une question, à vous exprimer quand vous le souhaitez, sans attendre la fin de l'atelier pour revenir à des propos qu'on aurait tenus au tout début. Voilà. Autant vous exprimer quand vous en avez l'envie. Je vais donc présenter autour de la table les participants de la table, autour des deux tables, les participants de cet atelier, à commencer par la seule femme présente. Décidément, l'automobile et les femmes, il y a toujours un petit souci. Ça sera d'ailleurs l'objet du troisième atelier sociétal. Vous êtes les bienvenus. L'automobile et les femmes, ça avance quand même. Et là, cette fois-ci, il n'y aura qu'un homme, deux, puisque je serai quand même là aussi, sur le plateau, si vous le souhaitez. Donc la seule femme présente ici, Lydia Kamitsis, j'ai répété, vous êtes la conseillère scientifique de cette exposition, vous êtes historienne de la mode, directeur de recherche à la Sorbonne, c'est donc, madame est donc une collègue de Mathieu Flonneau qui se trouve dans le fond. D'ailleurs, je salue Mathieu Flonneau, dans le fond, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à Paris 1 Sorbonne, et qui nous fait l'amitié, quand il n'est pas sur le plateau, d'être dans le public, ce qui, outre de faire du monde, donne également beaucoup de qualité et d'éminence à cette assemblée. Merci à toi. Et Lydia, vous avez été notamment conservateur. D'ailleurs, c'est dans votre biographie, et vu qu'on en parle pas mal en ce moment, on dit conservateur et non conservatrice à l'Union française des arts et costumes. Vous savez que si vous êtes président ou présidente de l'Assemblée nationale, c'est un peu différent. Mais enfin, vous maintenez. À côté de moi, on va faire comme ça, c'était pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave du tout. À côté de moi, Patrick Lecharpy, vous êtes directeur du design avancé. C'est ça, c'était de Renault, on peut dire ça comme voilà. De Renault, vous êtes dans le design depuis très longtemps, vous avez abordé le monde du textile, et vous abordez le monde du textile, du luxe, de l'architecture. Tout ce qui est design vous intéresse, et votre avis nous intéresse également. On va changer, parce que j'aime bien, voilà, comme ça c'est bien pour la caméra, et c'est bien puisque nous sommes filmés, vous savez, et on peut suivre ces débats dans quelques instants, dans 1 heure, 2 heures sur le site du ccfa.fr. Tout à gauche, donc tout à droite sur l'écran. Patrick Peter. Patrick Peter, dans le monde de l'automobile, est-il utile de présenter Patrick Peter? Alors je vais reprendre mes petites notes, mais ça va être très très long. Donc revenez après votre thé, votre café. Patrick Peter organise notamment le Tour de France automobile, on dit Tour de France Optique 2000. Tour de France, vous n'avez pas le droit. Oui. C'est le vélo. Voilà, c'est le vélo, Tour Auto. Et très récemment, c'était début septembre. Et c'est
notamment la raison de votre présence ici. Vous avez organisé à Chantilly et vous avez fait revivre à Chantilly les fameux concours d'élégance dont je pense on parlera dans quelques instants. Je retourne de l'autre côté avec un des, un des acteurs, un des artisans de cette exposition, David Herman. Vous êtes coordinateur mode donc de l'exposition. Vous êtes là un petit peu... enfin, vous êtes tous d'ailleurs très dans le design et dans la mode, mais vous êtes notamment un des artisans du Festival international du film de mode chaque année au Centre Pompidou. Et évidemment, pour tous les CV archi complets de nos invités, et puisque ça vous intéresse, ils se trouvent sur les sites ccfa.fr et sia.fr. Ce sont des sites non commerciaux, Monsieur Lazer, donc je peux dire ça. Voilà. Est-il utile de présenter... c'est un petit peu comme Patrick Péter. Laurent Rioux, vous êtes au milieu. Alors là aussi, ça va être très très long. Laurent Rioux, vous êtes coordinateur automobile de l'exposition. Il y a une partie mode et une partie automobile. Vous avez consacré une grande partie de votre carrière, j'aime beaucoup cette phrase, à promouvoir l'automobile. Vous êtes le monsieur véhicule ancien d'hier, d'avant-hier, en France. On peut dire ça comme ça. Pour faire un peu vite. Je vous mets un petit peu de pression parce que vous allez répondre à la première question dans quelques instants. Après que j'ai présenté un confrère, Alexandre Lazerge, vous êtes journaliste à GQ France. Ça, c'est de la publicité. Et vous êtes chroniqueur, non, vous n'êtes plus chroniqueur à France Inter, mais vous parlez sur Arte toutes les semaines. Oui, sur le futur. Et vous êtes journaliste spécialisé, pour être beaucoup plus sérieux, en lifestyle, en tendance, en air du temps, ce qui justifie totalement votre présence sur cette estrade. Juste avant de commencer, et vous avez peut-être vu le déroulé de notre conversation aujourd'hui, juste avant de commencer, Laurent, David, vous êtes coordinateur et mode et automobile. Il faut prendre un micro, oui, parce que sinon dans le poste on ne vous entend plus, on ne vous entendra pas. Vous avez commencé à travailler il y a 3 ans sur cette exposition, lorsqu'on vous a contacté, 2 ans 3 ans Non, pas 3 ans. Enfin, non. Ah non, un peu plus d'un voilà. an. Lorsqu'on vous a dit vous allez travailler sur la mode, l'automobile, la mode, ça vous a paru évident, ça vous a paru antagoniste, ça vous a paru un mariage de raison, de passion, ça vous a paru tiens, je travaille avec la mode, c'est pas tous les jours. Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. En fait, nous proposons au groupe de travail du Mondial de l'automobile, composé par un représentant du CCFA, un représentant de chaque constructeur français et bien sûr l'équipe du Mondial de l'automobile, Thierry Hess, Catherine Stucky, entre autres, des thèmes. Donc, depuis une vingtaine d'années, nous proposons des thèmes et effectivement, il y a 3 ans, nous avions déjà proposé l'automobile et la mode, ou la mode et l'automobile, je ne me souviens plus. Et il y a 1 an, donc, ce thème a été décidé. Et très vite, normalement, j'organise cette exposition tout seul. Et j'ai dit, moi, je ne sais pas faire tout seul. Je peux parler, je connais l'automobile. Je peux ouvrir des portes dans le monde de l'automobile. En revanche, dans le milieu de la mode, je ne connais pas. Donc, c'est pour ça que nous avons trouvé un alter ego qui est l'ami David en face de moi. Et nous avons fait cette exposition surtout à 2 avec la complicité de Lydia. Donc, et quand on vous a proposé de travailler sur ce projet, c'était la première fois que vous travailliez avec l'automobile? Alors, moi, c'est un peu particulier aussi parce que je n'ai pas un parcours uniquement centré sur la mode, parce qu'avant, j'avais déjà travaillé dans différents champs artistiques et dans la presse et donc dans la musique. J'ai même connu Alexandre il y a 10 ans maintenant, par d'autres biais, et dans le cinéma. Et en travaillant notamment dans la presse, pour un titre indépendant qui s'appelle Standard, on avait de nombreuses rubriques, dont même à des moments une rubrique automobile, et on avait même fait un numéro spécial automobile qu'on avait appelé Bolide, vitesse, on avait déjà traité le sujet de manière assez créative, et j'ai toujours été un peu entouré quand même de gens qu'on appelle un peu les young timers. Oui, voilà. Donc qui m'avaient déjà un peu fait baigner dans ce domaine-là, et je voyais un petit peu les ponts depuis longtemps qu'on pouvait tracer entre ces 2 univers-là. Et ensuite, moi, je suis un petit peu entré en contact avec le Mondial de l'automobile par le biais de l'INA, avec qui j'avais travaillé au sein du festival donc, que vous avez cité sur le film de mode. Et donc, j'avais déjà aussi eu un petit peu vent des
collaboration qu'il y avait eu entre l'INA et le Mondial de l'automobile par le biais de l'édition d'il y a 2 ans sur la publicité. Donc j'avais pu me projeter un petit peu et finalement c'est venu assez naturellement de justement apporter une vision mode, mais avec ce background qui était déjà lié à l'automobile, mais même à d'autres champs artistiques parfois, ou le design, ou des choses comme ça. Voilà. Ça pourrait presque être une conclusion. C'est assez évident, l'automobile et la mode. Merci d'être venu. C'était très sympa. On va commencer un petit peu notre discussion et se tourner vers Lydia, puisque vous êtes l'historienne de la mode sur ce plateau. Il faut prendre le micro, parce que si, voilà, ça ne va pas marcher. Ça a commencé quand, ce mariage, la mode et l'automobile? Ça a commencé, grosso modo, dans mes recherches, parce que qui peut préparer Normalement la avec chose. l'automobile, parce que la mode préexistait. Déjà avec l'automobile. En fait, c'est quand les femmes s'emparent de l'automobile que la mode fait son entrée, commence à approcher un petit peu la chose, ou c'est un peu rapide de dire ça? C'est un peu rapide, c'est pas faux, mais c'est un peu rapide. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un phénomène véritablement de mode, que la mode s'empare de l'automobile pour pousser soit des formes particulières, soit des images particulières qui associent les deux, il faut voir que la pratique de l'automobile, au tout début, a nécessité déjà de revoir complètement son vestiaire. Donc dès les origines, dès les premières automobiles, dans la mesure où il y avait des femmes et des hommes qui montaient dessus, il a fallu adapter sa garde-robe à cette pratique. Donc on a vu apparaître des articles spécifiquement créés pour cet usage, des couvertures par exemple, puisque évidemment les voitures étaient des habitacles complètement ouverts, donc il fallait se protéger du froid et de la poussière, mais surtout on a vu apparaître des manteaux d'automobilistes et des cache-poussières, donc c'est le terme consacré, des cache-poussières qui sont des sortes de grands manteaux un peu informes, aussi bien pour hommes que pour femmes. Pour femmes, c'est généralement un peu plus près du corps, puisque ça suit cette fameuse ligne modelée par le corset. Donc on est dans les années, à la belle époque, dans les années 1895-1900. Et donc il y a ces fameux cache-poussières qu'on porte par-dessus tous les fanfreluches, tous les falbalas de l'époque pour se protéger de la poussière. Et puis, article fondamental, des voiles d'automobilistes, c'est-à-dire qu'on se protège le visage et le chapeau avec un voile, une sorte d'énorme métrage de soie, généralement un peu semi-transparent, sur lequel on incruste une visière en mica, pour quand même permettre la vision. Donc il y a quand même tout un appareillage vestimentaire qui est créé dès le début de la pratique de l'automobile, qui va être sophistiqué au fur et à mesure où les femmes vont s'emparer de l'automobile, non plus comme passagères. Là, c'est quand les femmes, les femmes sont à côté et n'ont pas le droit de toucher. Voilà, elles sont des passagers. Donc lorsqu'elles vont commencer à pratiquer, à conduire, qui va venir assez tardivement, c'est quand même une pratique très élitiste, où on va voir apparaître des articles spécifiques, et ça va devenir un véritable phénomène de mode, notamment ce qu'on va appeler les casques d'automobilistes. Donc alors c'est amusant de voir que ces casques d'automobilistes, qui peuvent être en cuir, en tissu, en maille, en lainage, que sais-je, et qui apparaissent dans les années 20, qui s'inspirent largement des motifs de l'art déco, ces casques d'automobilistes sont assez proches des casques d'aviateurs, et c'est à cette époque, dans les années 20, où on voit d'ailleurs apparaître, avec les premières conductrices d'automobiles, les premières aviatrices. Et donc c'est assez amusant de voir que c'est une mode sportive qui se trouve également pratiquée et également influente dans les deux engins. Parmi les autres objets emblématiques, il y a le casque et il y a les accessoires, il y a les malles. C'est à cette époque-là qu'apparaissent les malles. Les malles, c'est un petit peu particulier. C'est pas véritablement un article de mode. Ça l'est devenu dans une époque relativement récente. Les malles, c'est un bien meuble
c'est-à-dire on transporte sa maison, sa garde-robe, et donc avant même l'automobile, à l'époque où il y a voiture, pas l'automobile moderne, mais ça va avec le voyage, ça va avec le transport. Donc à partir du moment où il y a automobile et puis une sophistication, on va en parler sans doute, Laurent va en parler tout à l'heure, mais où l'habitacle, où l'architecture de l'automobile, ça va se sophistiquer, on va aussi inventer des contenants adaptés à ça. Et donc c'est là où on va voir des maisons comme Hermès, notamment, occuper ce créneau très très vite. Laurent, à quelle époque on commence à parler, à mettre à peu près sur le même plan grand couturier, grand carrossier? Ils ont à peu près le même langage. Ce sont deux univers qui parlent à peu près le même langage. À partir de quand, dans ces années-là, dans les années 20, 30? Oui, en fait, l'âge d'or des grands couturiers, de la grande carrosserie française, des grands concours d'élégance qui sont nés en France. Et c'est pas notre ami Patrick. C'était dans les années 20, c'est ça? Voilà. Et 20 et jusque, je dirais, avant-guerre, c'est le summum. Mais après, ça a repris, après-guerre, effectivement. Mais au niveau du couple, j'ai envie de dire, grande carrosserie française et élégance automobile, concours d'élégance, l'âge d'or, c'est les années 30. Non, mais sur même cette dès le départ, non, moi j'apporterais peut-être plus une précision par rapport aux premières affiches qu'on voit même du salon du mondial de l'automobile qui à ce moment-là s'appelait même l'exposition automobile. Donc on montrait pas forcément des voitures à vendre, mais on exposait aussi presque des œuvres d'art, hein, les premières automobiles. Et c'est au moment où apparaît effectivement la couture, qui était aussi presque quelque part, enfin je sais pas si on peut appeler ça des œuvres d'art, mais en tout cas, et déjà même à ce moment-là, il y avait une comparaison des silhouettes féminines quelque part à la carrosserie. Et c'est pour ça qu'on représentait effectivement des silhouettes sur les affiches. La femme avait une vocation à avoir une valeur décorative. Et c'est vrai que c'était déjà, même dès le départ, fin 19e, il y avait cette espèce de représentation des deux, de la mode et de l'automobile sur les publicités. Je peux peut-être pour compléter ce que dit Complétons. David. Et puis pour apporter une touche un peu critique dans cette vision de la mode et de l'automobile, il faut bien voir que tout à l'heure je parlais des vêtements, de comment l'automobile a influencé la création de nouveaux formes, etc., qui font rentrer la mode dans la modernité. Les concours d'élégance, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est cette manière de considérer que la femme est un beau bibelot, c'est-à-dire qu'il faut avoir un homme un homme comme il faut doit avoir une belle voiture et une belle femme. Oui, mais dans les concours d'élégance, on va en parler avec Patrick, mais dans les concours d'élégance, l'homme est accessoire. Oui, mais voilà. Et ce que je veux dire, c'est que sur la question des maisons de couture, effectivement, cette monstration, cette exhibition de belles toilettes, donc c'est généralement avec le concours, sans jeu de mots, de grandes maisons de couture de l'époque, des années 30, les vêtements qui sont montrés, quand on regarde bien, n'ont pas vocation à être en accord avec ce que représente la voiture, la modernité de la voiture. Il y a plus une association en termes de belle image, c'est-à-dire c'est de la belle robe avec des belles carrosseries, mais on n'est pas dans une vraie logique d'association de modernité. C'était vraiment décoratif. Oui, peut-être avec Patrick, c'est également ce que vous sentez. C'est donc c'est de l'élégance, mais pas très très moderne, pas très c'est pas sympa pour votre concours. Évidemment, je caricature. En tous les cas, c'est pas ce qu'on a voulu faire nous. C'est pas ce qu'on a voulu faire. Dans l'esprit profond des concours d'élégance, dans les concours d'élégance, il me semble, je me trompe peut-être, mais il me semble quand même que c'était des carrossiers avec des voitures de l'époque, et en même temps c'était le couturier qui présentait des modèles de la saison, etc. Donc il y avait une cohérence de date, on n'était pas dans l'ancien. Alors aujourd'hui on a des concours de voitures anciennes, ça c'est autre chose, mais à l'époque il y avait une association et on présentait un nouveau style automobile ou un nouveau style de carrosserie et un nouveau style de mode, non? Ce qui est assez intéressant, j'aimerais faire rebondir ceux qui n'ont pas parlé. Toi, tu étais beaucoup trop jeune. Et Patrick, sur l'analogie entre...
L'analogie entre la mode et l'automobile. Les mots sont les mêmes. Très, très rapidement, les mots sont les mêmes. On parle de ligne, on parle de galbe, on parle de... absolument, de Célie. Ah oui, absolument. Oui, d'élégance d'une façon générale. C'est qu'on associe la recherche d'élégance chez les grands carrossiers automobiles, comme on associe en France, tout au moins à cette époque-là, la recherche d'élégance au travers du vestimentaire féminin. On a l'impression que peut-être que je me trompe, mais je me fais un peu l'avocat du diable, que ce n'est à cette époque-là qu'élitisme. La mode et l'automobile, évidemment les grands carrossiers, ce n'est que de l'élitisme. C'est rapide, on se trompe quand on dit ça. Il n'existe pas à l'époque de mode vestimentaire comme automobile, d'ailleurs populaire. Si, parce que dans les concours d'élégance, il y a des voitures populaires. Il y a des gens qui font des concours d'élégance en 4 chevaux. Donc, oui, aujourd'hui, mais... Même à l'époque, tout à fait. Pour en revenir au rôle de l'homme et de la femme dans les concours d'élégance, Macha Lydia, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, et je pense que je rejoins un peu ce que voulait dire Stanislas, c'est que l'homme n'est réduit qu'à la fonction de chauffeur de la dame, qui doit avoir une tenue d'un grand couturier, un petit chien, et l'homme n'est là que pour la conduire, et éventuellement lui ouvrir la porte en passant derrière la voiture. Ça s'arrête là. Le petit chien, c'est obligatoire. Obligatoire. Très bien. Oui, voilà. Donc c'est une femme qui est là. Non, mais je n'ai pas à me défendre. C'est un autre sujet. Lorsque nous ferons l'automobile et la femme, ce sera l'occasion justement d'explorer un peu cette question. Est-ce que pour avancer un petit peu et venir à nous, les grandes époques. Si on dit que avant-guerre, donc haute couture, concours d'élégance, après-guerre, le rêve automobile et la voiture pour tous, et le prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter, ça suit donc les tendances. Est-ce que les tendances automobiles suivent les tendances de la mode ou le contraire d'ailleurs, la mode vestimentaire ou le contraire? Est-ce que c'est après-guerre que vraiment l'air du temps devient... Alexandre, mais je t'en prie, d'abord, Alexandre. il me semble, mais je peux me tromper. Je me demande si le carrosserier Guillat n'était pas aussi couturier un peu, mais je peux me tromper. Je ne sais pas. Personne ne sait. Le carrossier Guillat. En tout cas, s'il y a une chose qui est intéressante, à mon avis, c'est que l'accès aux voitures, en fait, a évolué aussi en fonction des tenues. Par exemple, les premières voitures qui sont vraiment estampillées féminines, comme la Mini ou la Renault 5, qui sont vraiment des voitures dites de femmes, parce que les femmes les utilisaient en ville et c'était pratique et tout ça, ce sont des voitures qui sont faciles d'accès. De même, les SUV qui sont aujourd'hui très prisés, finalement, sont aussi appréciés des femmes parce qu'on monte facilement à bord d'un SUV. Essayez avec une jupe, enfin, pour les hommes c'est plus compliqué, mais en tout cas pour les femmes, de monter dans une Mercedes SLS à porte papillon par exemple, c'est très compliqué. Ou bien dans les dernières voitures comme l'Alfa Romeo 4C qui ont ces coques en carbone tout autour, ou la BMW i8, en fait l'accès à la voiture est compliqué. Donc du coup, j'imagine qu'il y a forcément eu une évolution qui était parallèle entre les vêtements, la libéralisation de la femme et l'accès aux voitures et en tout cas au design automobile. Ça, les designers pourront peut-être nous préciser cet aspect-là. Voilà, je crois que c'est justement l'après-guerre, juste après la guerre, enfin les années 50 et notamment les années 60, vont être l'âge d'or de cette marche parallèle et de cette inter-influence qui nous projette dans la modernité. Pour revenir à la question de l'élégance, pour moi l'élégance est une notion particulière dans l'histoire de la mode qui est contradictoire de la modernité au sens de la dynamique du terme. C'est dans ce sens-là. Et donc dans les années 50-60, on va voir effectivement la voiture va influencer le vestiaire. On va voir apparaître des jupes, notamment les fameux tailleurs Chanel. Donc la jupe qui n'est pas une jupe. Le tailleur Chanel est adapté à la pratique automobile. Oui, le tailleur Chanel, c'est une jupe qui n'entrave pas les jambes, c'est-à-dire qui permet justement de rentrer dans une voiture tout en restant convenable. De la même manière, le pantalon va s'installer dans les garde-robes féminines, alors que c'était à partir de quelle époque à partir des années 60, et la pratique va être généralisée justement grâce à toutes ces ruptures sociales, tous ces nouveaux usages. La voiture en fait partie.
Et j'irai même jusqu'à l'apparition et l'installation des collants, donc, qui sont les corollaires de l'apparition de la mini-jupe. Donc mini-jupe qui était portée à l'origine avec des bas. La voiture, justement, oblige aussi à inventer. Pas forcément. Oblige justement à aller plus loin. Moi, je trouve que s'il y a des moments forts ou des moments moins forts, en tout cas pour ceux que je vais considérer comme des moments forts, je trouve qu'il y a une corrélation forte avec des gros bouleversements d'environnement, enfin, qu'ils soient économiques ou de progrès technologiques, techniques. Quelque part, effectivement, les années 50, 60 et même les années 20 avec l'Art déco, ça a été des moments forts de rencontre entre la mode et l'automobile, mais c'était des moments de construction. Donc si vous voulez, tous les champs artistiques, tous les champs industriels étaient en construction et, simultanément et se rencontraient. Il y avait presque un glamour de la construction, où c'était des périodes très tournées comme ça vers le futur, où on rêvait le futur, donc porteur de fantasmes, donc porteur de créativité. Et du coup, tout ça faisait qu'à un moment donné, ça fusionnait, quoi. Donc, moi, je suis un peu... Non, mais et donc, je trouve que c'est pour ça que quand on regarde un petit peu les années 60, avec d'un côté la mode futuriste des Courrèges, des Cardin, et puis de l'autre les concept cars futuristes, c'est un moment très très fort, c'est un des moments les plus marquants et les plus mythifiés du coup par les photographes et même par la télévision à ce moment-là, puisqu'il y avait des photographes de mode qui intervenaient également à la télévision à travers Din Dam Dum, donc ça restera des moments mythiques. Et je trouve que quelque part aujourd'hui, avec l'arrivée presque de l'électrique, on a l'impression qu'arrive peut-être une nouvelle ère comme ça de bouleversement d'environnement qui recrée quelque chose d'assez fort sur le plan de la création et qui interagit avec tous les domaines. Et c'est pour ça que c'était important de terminer cette exposition sur les croisements de la mode et de l'automobile aujourd'hui, pas uniquement sur un aspect historique, mais pour voir à quel point il y a une vraie rencontre aujourd'hui qui peut... Alors, c'est là que... Oui, Patrick Lecharpy, sur cette conjonction. Conjonction d'époque. En fait, je pense on est passé dans l'automobile comme dans la mode. Finalement, à un moment au début du siècle où en fait les carrosseries de carrossiers étaient uniques, les vêtements étaient fabriqués à l'unité, c'était de l'unicité. Ensuite, on a eu en effet ce grand mouvement des années 20, mais qui inclut aussi l'architecture, le Corbusier, Voisin, l'art, tout cette aspiration vers un futur meilleur. Ensuite, il y a eu le début de la masse production. C'est-à-dire l'après-guerre, c'est ça, c'est des voitures populaires, c'est une mode qui finalement passe d'un stade complètement artisanal à un stade semi-industriel, puis industriel, et puis finalement dans les années 70, on a vu un petit peu se scinder les choses en deux, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les deux, à la fois de l'unicité sur les concept cars et la haute couture. Et c'est au même concept car, haute couture, c'est au même niveau. Il y a une expérimentation au travers des concept cars comme il y a eu dans les années 70 au niveau de la haute couture. Et je pense que ce parallèle, on peut le faire de la même façon qu'il y a eu une émancipation de la femme, une émancipation de la mode associée et de l'usage de l'automobile associée. Et jusqu'à aujourd'hui, on a vu un peu les deux cohabiter. C'est la vision que j'en ai. Alexandre. Je peux me permettre de rebondir, c'est par exemple quand on voit là sur le stand Renault le fait que Citroën, le fait que Citroën ou DS ait travaillé avec Lalique pour les broderies par exemple, c'est un exemple de partage entre la carrosserie et de la haute couture en l'occurrence. Mais alors ça fait penser à un autre exemple qui pour le coup est mass market, c'était la 205 Junior si vous vous souvenez, avec ses fameux sièges en jean. Voilà. Et donc du coup on retrouve à chaque fois des petites piques comme ça et des va-et-vient permanents entre la mode et l'industrie automobile. Voilà. Oui, Patrick. Oui. Et aujourd'hui, on regarde, vu de l'automobile de grande production. Aujourd'hui, on pense international, on pense à la valeur de nos marques françaises et on pense à la mode comme vecteur d'image. On cherche à associer en fait cette mode française, cette élégance française. On en est à l'origine, vous l'avez dit tout à l'heure. Et finalement, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nos assets pour le futur de l'automobile français. On va prendre un exemple concret. Vous avez travaillé sur le concept car qui est sur le stand Renault, sur Léolab. Est-ce qu'il y a une mode
il y a une mode associée, c'est une voiture même pas de demain, d'après-demain. Est-ce qu'il y a une mode associée? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que, en fait, la question, le moteur de création, les moteurs de création de l'automobile, de cette partie de l'automobile et de la mode sont à peu près les mêmes. C'est l'air du temps, Le leitmotiv de la création de ce projet, bien entendu, c'est l'objectif de ne consommer qu'un litre au 100. Et les conditions de succès pour arriver à cet objectif-là, c'est la légèreté. Et donc, cette voiture, ce projet, c'est une esthétique émotionnelle de la légèreté. C'est cela qu'on a cherché. On l'a cherché à l'extérieur, avec une voiture qui est extrêmement fluide, mais en même temps extrêmement sculptée. On l'a cherché à l'intérieur en dématérialisant la planche de bord, en allant chercher des technologies de textile sur les sièges qui sont les dernières technologies employées dans le milieu de la mode, avec du tricotage avec des mailles de différentes tailles et motifs qui en fait permettent de faire de l'animation visuelle en proposant des tissus extrêmement légers. C'est ce qu'on trouve sur les chaussures Nike aujourd'hui tricotées. Et donc finalement, cette esthétique de la légèreté, on la retrouve aussi dans la mode sport. On n'est pas dans la mode haute couture, mais plutôt dans la mode sportive d'aujourd'hui. Ça veut dire le streetwear se retrouve dans le sportswear. Sportswear, pardon, je suis pas lifestyle. Je ne sais pas comment vous appelez cette mode-là. Vous appelez ça le sportswear? C'est du sport. Dans la description qui est faite de ce concept-car, et dans les termes qui sont utilisés par Patrick, vous retrouvez. Je trouve que ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est de voir que justement l'automobile et la mode empruntent le même langage. Ce n'est plus une question de... l'influence n'est pas strictement formelle. On n'est pas comme dans les années 60 qu'on venait d'évoquer, où on invente le pantalon, où le chapeau disparaît à cause de l'automobile ou grâce à l'automobile. On est dans quelque chose de radicalement différent, où les designers de mode et les designers de l'automobile se retrouvent sur un certain type de conceptualisation de l'objet, de fabrication d'émotions. Et donc on est alors ça va jusqu'à effectivement mettre en œuvre des matériaux identiques, ou de s'inspirer des matériaux de l'un vers l'autre, etc. On a d'autres, mais David peut en parler, l'exemple de Pierre Hardy aussi. Avec les fameuses chaussures. Avec les chaussures. Et donc ce sont des exemples vraiment fascinants de deux industries qui, a priori, sont diamétralement opposées dans leur mise en œuvre. Si vous permettez, la voiture était un concept car, donc une voiture très futuriste dans son approche. Les chaussures proposées par Pierre Hardy étaient aussi très très futuristes dans son approche. Disons que la voiture n'était pas faite pour être conduite, mais les chaussures n'étaient pas faites non plus pour être portées. Mais c'est pas... En fait, une précision, il y avait juste, c'était ça l'astuce, c'est que comment il s'appelle, Pierre Hardy avait fait une chaussure pour se promener avec un talon, et à l'intérieur il y avait une pantoufle qui permettait de conduire. Donc du coup les deux étaient alliés avec ce côté métallique et tout ça. C'est ça qui était fort de la part de... Mais quand je vous entends réagir à ce que disait Patrick Charpis sur ce qui se passe aujourd'hui entre l'automobile et la mode, ça se passait auparavant quand même. Les grands couturiers et les grands carrossiers travaillaient ensemble. Le fait que vous ayez des fibres très novatrices dans les chaussures de sport et dans les sièges des automobiles, ça existait, j'allais dire, depuis toujours. Comme vous m'avez fait relever tout à l'heure, depuis que la voiture existe, évidemment, mais depuis dans les années 20, dans les années 20-30, ça existait déjà, cette collusion. Ça existait, cette collusion, ces passerelles qu'on a essayé de trouver entre ces deux mondes. On n'a pas parlé d'une voiture et d'un modèle très important, c'est la petite robe noire de Mademoiselle Chanel et de la Ford T. Donc là, on est dans les années 20, et c'est vrai que par son côté accessible, par sa couleur, puisque je vous rappelle qu'on pouvait commander une Ford T de n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit noire. Et de même, on pouvait porter cette petite robe noire, je parle sous le contrôle de Lydia, aussi bien en journée qu'en soirée. Bon, voilà une première passerelle, mais il y en a d'autres. Oui, Patrick Peter, vous opinez. Donc je me tourne vers vous. Non, moi
je vais vous poser des questions. Enfin, je me pose des questions en entendant ça. Je ne comprends pas très bien parce que je crois qu'on est d'accord pour dire que les concours d'élégance et l'association très étroite entre la mode et la voiture, c'est le début des années 20 avec un summum probablement des années 30 et puis disparition au début des années 50. Et puis après ça, il y a eu, bien entendu, d'autres associations de la voiture et de la femme et de la mode. D'abord, on constate quand même que il y a une correspondance, c'est-à-dire que c'est la disparition après-guerre, début des années 50, disparition des carrossiers, et puis réduction de la haute couture au profit du prêt-à-porter, etc. Donc il y a un vrai mouvement dans les deux. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de concours. Les concours n'ont pas perduré. Pourtant, il y a toujours des défilés de haute couture. Il y a toujours eu des défilés, mais il n'y a plus d'association directe entre l'automobile. Il y a eu des associations par de la publicité, on a vu plein d'associations dans des films, dans un tas de choses, etc. Mais ces rendez-vous réguliers dans des endroits fixes, etc., tous les ans, ça a disparu. Ça a disparu, puis c'est réapparu de manière totalement différente avec le phénomène voiture ancienne, etc. Je ne sais pas si on va arriver à le relancer avec ce qu'on veut faire en voiture moderne, mais en tous les cas, il y a eu un vrai énormément de succès à Chantilly. Donc, il y a eu un vrai trou. Il y a eu un vrai trou. Comment expliquer ce... Je me tourne vers Lydia, pourquoi il y a eu un trou à partir du les débuts 60, la mode les voitures courent toutes seules et la mode. C'est vrai qu'après, au niveau des années 50, on avait des modèles qui étaient un peu, dans l'automobile. Après, je suis pas un expert de l'histoire de l'automobile, mais qui étaient un peu dans une forme de nostalgie des années 20, des années 30, qui était un peu la haute couture automobile entre la Mercedes, nous qu'on présente 300 SL, et puis la Jaguar XK 120. Quelque part, on est un peu dans une logique de voiture de carrossier, de nouveau, avec l'arrivée des designers italiens. Et alors moi, d'après ce que j'ai pu un peu lire aussi en travaillant sur ce projet, c'est que a priori, il y a déjà eu cette première crise du canal de Suez qui a déjà donné une sorte de coup d'arrêt à cette, je dirais, segment de voitures à ce moment-là. Et qui a fait qu'on est passé à des voitures beaucoup plus petites, beaucoup moins consommatrices déjà d'essence, et que quelque part ça a donné un coup d'arrêt quelque part à cette nouvel âge d'or de la carrosserie, mais qui s'est arrêté dans son élan finalement. Et après, moi, je voulais revenir par rapport à cette question de pourquoi, comment l'automobile, quelque part, on travaillait ensemble historiquement, et pourquoi on travaillerait peut-être plus ensemble ou moins. Enfin, disons que j'ai l'impression quand même que les liens entre l'automobile et la mode, en tout cas jusqu'à la fin du XXe siècle, en tout cas, était davantage centré sur une question de style, en fait. Donc ça allait être vraiment, je pense, échanger un petit peu leur goût, leur savoir-faire, mais qui était plus dans un sellier allait rhabiller l'intérieur d'une automobile, on allait faire participer Cardin effectivement à l'embellissement d'une Cadillac, et même déjà dans les années 30, quand Hermès allait gainer de son intérieur la voisin. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins dans... Enfin, quelque part, ça a été deux industries qui évoluaient quelque part parallèlement et qui se retrouvaient sur des questions de style, mais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent se retrouver sur le process, en amont. C'est-à-dire dans la réflexion même de ce que va être la production de matière, la création de matière, dans la création des formes, qui serait peut-être dû aussi à une société finalement qui est beaucoup plus hybride qu'avant. Enfin, le mot n'a jamais été aussi fort dans l'automobile que dans la mode également, c'est-à-dire les passerelles de la mode avec d'autres champs artistiques. Comme on le voit, il y a une créatrice, donc Iris Van Herpen, qui travaille régulièrement avec le monde du design, de l'architecture, et que finalement ces passerelles sont beaucoup plus poreuses aujourd'hui et bien en amont. Et je me dis même que c'est même pas forcément uniquement sur des questions de recherche et développement liées aux matières, mais peut-être même au management, à des questions, à des techniques de communication, c'est-à-dire l'automobile, on le voit beaucoup avec Mercedes ou Renault, et puis moi je le vois beaucoup à travers ce festival qu'on produit au Centre Pompidou, c'est-à-dire comment à un moment donné l'automobile peut s'inspirer des process de communication de la mode pour les réinjecter dans l'automobile et apporter une fraîcheur finalement à travers le fait tout simplement de prendre conscience de comment fait l'autre et me les approprier ou travailler ensemble finalement sur ces process communs. Voilà. Peut-être l'homme de l'art d'abord.
C'est pas que vous n'êtes pas un homme de l'art, évidemment que non. Non, le design. Deux choses. Sur ce qui vient d'être dit au terme de la réflexion de David, et sur le trou qu'il y aurait eu, qu'évoquait. Sur le trou, la question que je me pose, c'est qu'en fait, ce qu'il y a eu entre les deux, c'est la guerre. Et finalement, l'après-guerre, c'est le baby-boom, c'est je regarde devant, c'est je ne regarde plus derrière, l'avenir est porteur d'espoir. Et en fait, est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas associé ces concours d'élégance finalement à l'avant, et finalement, on a oublié cette période pendant un certain temps. Aujourd'hui, on y revient. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de crise, parce qu'aujourd'hui, quelque part, c'est une réassurance pour nos sociétés occidentales. Ça nous rassure. Bah, aujourd'hui, c'est rassurant. Le phénomène alors on peut baptiser ça rétro-design, l'inspiration de véhicules anciens que l'on retrouve dans les véhicules modernes réinterprétés. Ça, c'est une certaine forme de réassurance pour nous dans une période de crise. Et finalement, c'est aussi une recherche identitaire aujourd'hui. C'est notre identité, notre histoire qu'on a envie de retrouver, avec laquelle on a envie de jouer, en fait, pour réinventer un nouvel avenir, face à une concurrence qui est nouvelle, qui est beaucoup plus ouverte qu'hier. Ce que vous essayez de dire, c'est que si la crise perdure, le concours d'élégance de Chantilly va durer très longtemps. Ce que je me dis, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, finalement, la mode que moi j'associe à l'élégance française. Alors bon, ça ne veut pas dire que c'est pas porteur de modernité, mais à la recherche d'élégance française, je pense que ça c'est un atout que nous avons français et que nous devons cultiver. Parce que c'est notre histoire, et c'est ce qui fait la différence entre nous et des nouveaux venus sur le marché de l'automobile. Après, sur votre autre propos là, sur les technologies, je pense qu'aujourd'hui, en effet, que ce soit dans la mode ou dans l'automobile, on est avide d'innovation permettant d'inventer de nouvelles formes, de transformer les matériaux de façon différente. Avec la technologie, il y a eu la découpe laser, jet sous pression, la soudure, toutes ces technologies qui finalement ont fait évoluer la mode du quotidien, et pas seulement le sportswear, puisqu'on le retrouve aussi dans la haute couture. Et finalement, là, on se retrouve sur ces terrains-là parce qu'on va avoir envie de travailler avec les mêmes partenaires pour pouvoir finalement inventer de nouvelles choses beaucoup plus performantes, beaucoup plus confortables, parce que ça aussi, c'est une préoccupation de la mode d'aujourd'hui et de l'automobile d'aujourd'hui, c'est d'améliorer le confort du quotidien au travers de nouveaux matériaux, de nouveaux types d'assemblage. Alexandre, tu voulais intervenir. Justement, moi je voulais aussi rebondir sur ce même thème et dire qu'il y a quelque chose qui a un peu changé dans le monde de l'automobile, en France comme dans le reste du monde, depuis une dizaine d'années. C'est la prise de pouvoir de plus en plus importante des designers, certes, mais au sein des designers, ceux qui s'occupent des couleurs et matières. Et donc on a vu, je ne sais pas, chaque constructeur a gonflé ses stocks de designers couleurs et matières en faisant venir des gens qui venaient justement de la mode, des industriels, des matériaux et du textile. Et ça a fait évoluer un peu les choses. Alors ce qui est très amusant quand on va dans leur bureau, c'est qu'il y a toujours des tonnes de trucs, d'objets avec différentes couleurs. Et c'est eux qui essaient de définir quelles seront les couleurs à la mode dans 5 ans. Et donc c'est là où ça rejoint ce que disait David, c'est-à-dire que les deux mondes sont obligés de réfléchir en commun et d'essayer de voir comment ça sera dans le futur. C'est ça que je trouve assez amusant. Et on le voit à l'exposition avec la sculpture, on peut appeler ça une sculpture d'Alcantara. Je vais confier ce que je te disais. Alcantara était très connu pour les amateurs de voitures avec les Lancia. Toutes les Lancia n'avaient pas de cuir mais de l'Alcantara. Et Alcantara fait des vêtements, crée des vêtements pour la haute couture. Ils fournissent la matière, voilà. David, tu voulais Non, juste peut-être aussi un rajout par rapport à ce qu'on disait. Pourquoi après, je reviens à des questions. Non, mais pourquoi quelque part les concours d'élégance se sont arrêtés à la fin des années 50, mais je crois aussi que c'est l'arrivée
des médias, finalement, qui ont un petit peu... Voilà. Venons-en Alors, à la question. Ça faisait longtemps. De la mise en scène de la mode et de l'automobile. Et quelque part, l'arrivée de la télévision, c'est aussi une période où les magazines se développent, où peut-être la photo, en tout cas le tirage des photos est moins élevé qu'auparavant. Avant, c'était surtout des illustrations, donc on le voit même dans l'exposition. Et que je pense que les médias ont leur part, quelque part, de responsabilité, ou en tout cas de contribution dans le fait que finalement la mise en scène de la mode et de l'automobile, ou de la mode ou de l'automobile, se passe une approche d'événement à une approche visuelle. Je crois qu'il y a d'autres... Allez-y. Il y a aussi une raison tout à fait technique automobile, et je suis très heureux de vous avoir écouté, monsieur, sur de nouveau les constructeurs français qui s'intéressent au luxe, car avant-guerre, quand on parle de haute couture automobile, qu'est-ce qui se passe? On s'achète un châssis d'Hispano-Suiza, de Delage, de Delahaye, et on va chez un couturier, chez un grand carrossier, choisir sur des dessins originaux la carrosserie qui va être posée sur le châssis. Donc c'est vraiment de la très très haute couture. Et ça s'arrête après la guerre. En France en tout cas, pas en Italie. Pourquoi? Parce que Fiat a donné du travail aux carrossiers italiens. Et c'est ce que me disait M. Berton il y a une vingtaine d'années. Patrick? Oui, je ne sais plus, c'est peut-être vous, madame, qui avez dit tout à l'heure qu'il y avait avant-guerre, il y avait les voitures étaient pour représenter quelque chose pour un homme. Il y avait une belle voiture avec un carrossier. Il y avait une femme. Il fallait une voiture et une femme. Je sais pas. Ça n'a pas tellement changé. Non, mais je ne sais pas si à l'époque, dans le concours d'élégance, peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais la femme n'était pas un peu un faire-valoir, et que donc le féminisme des années 60, etc., ringardisait un peu le rôle de la femme dans le concours d'élégance. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on a passé une étape et que clairement, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Est-ce que tu as gardé le petit chien? J'ai pas gardé le petit chien parce que j'ai un problème majeur, c'est qu'à Chantilly, on m'interdit les petits chiens. Mais dans l'idée, il y avait le petit chien. C'est vrai qu'il y a cette notion. On parlait tout à l'heure du prêt-à-porter, mais quand on parle de prêt-à-porter, on parle des années 60. Il faut parler d'une nouvelle canon aussi, d'une nouvelle référence en termes de beauté. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une nouvelle génération qui est au pouvoir. C'est la jeunesse qui devient une valeur. Là où, avant-guerre, dans les années 50, que ce soit la haute couture ou l'automobile, mettaient en avant plutôt des femmes. Donc des femmes dans toute la splendeur de cette élégance, du chic à la française. Et à partir des années 60, le modèle de référence, c'est la jeune fille. C'est le côté androgyne, donc incarné par des mannequins comme Twiggy, par toutes ces idoles pop des années 60. Donc c'est vrai que complètement contradictoire avec cette notion du concours d'élégance. Donc il y avait aussi un rejet de l'automobile, il ne faut pas l'oublier. Donc toute une nouvelle génération de jeunes a été très contestataire de cette automobile qui était une valeur bourgeoise. Ça allait avec pas les moyens, de toute façon. Oui, mais ça allait avec le rejet aussi de certaines valeurs. Donc il a fallu un temps avant que l'automobile et la mode trouvent des choses communes à faire, un langage commun ou des choses communes à exploiter ou à se nourrir l'une de l'autre. Et je pense que ça n'arrive que depuis une trentaine d'années, justement avec cette redécouverte d'enjeux communs. Donc on parle effectivement de recherche de matériaux, de process, mais aussi de recherche de création de sensations, qui sont des choses communes dans la mode et dans l'automobile, qui n'ont rien à voir avec le style, qui ont à voir avec une pensée beaucoup plus profonde de qu'est-ce que le consommateur recherche, comment on va s'adapter à cette ces nouveaux rêves ou ces nouvelles projections pour l'accompagner dans son quotidien. Il a été évoqué il y a quelques instants par Laurent et par Patrick
la touche française, le style français, demeure-t-il un style français dans la mode, puisque tout est très international? Les designers que tu évoquais sont de toute nationalité et travaillent pour tous les bureaux et tous les constructeurs. Existe-t-il encore, perdure-t-il encore un style français, idem en automobile et en mode? Est-ce qu'on peut parler, tu as le micro, David, d'un style français, d'une patte française, celle qui était évoquée par Non, Patrick mais à par l'instant? exemple, dans les années 90, c'était une période où c'était qu'est-ce qu'on allait montrer de la mode et de l'automobile dans les années 90. C'était une période un peu de croisement et ça a été intéressant de finalement voir comment Renault sortait du lot à ce moment-là et préfigurait ce qui allait se passer un petit peu au XXIe siècle. Alors justement, enfin, ils se sont affirmés à l'avant-garde de l'automobile, mais quelque part c'était vrai. Enfin, on le voit avec l'Avantime et avec ce slogan Renault créateur d'automobile. Et c'était peut-être un pas en avant de ce qui allait effectivement se passer en termes de réflexion, en termes de lignes, de formes, de couleurs et de proximité entre la mode et l'automobile, qui a été un petit peu avant et qui a été, enfin, quand il y a eu la initiale, quand il y a eu l'Avantime, j'ai l'impression qu'il y avait une patte française, en tout cas Renault, et même Citroën, quelque part dans les années 70, le design Citroën, ça reste universellement quelque part reconnu. Nous, ça nous paraissait les moments aussi emblématiques, en tout cas, de la rencontre des deux. Alexandre, l'homme du lifestyle, il y a une patte française, il y a une patte française dans la mode, c'est une question. Il y a une patte française dans l'automobile, c'est une question aussi. Alors, dans l'automobile, il y a un truc, en tout cas, auquel moi je suis assez attaché. Et c'est vrai que ça rejoint peut-être un petit peu le style, hein, attention. Mais il y a quelque chose que les Français ont inventé, et Renault en particulier, et qu'on retrouve maintenant partout, c'est le haillon. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est ce coffre où on emmène R16. la vitre. Voilà, c'est la R16, c'est donc Roger Opron qui avait aussi dessiné la GS, je crois. Robert Opron, oui, 64, quelque chose, 3 ou 4. En tout cas, il y a des styles comme ça, il y a des choses que, en tout cas en France, on a pu inventer. Alors, est-ce que ça se passe exactement dans le design ou est-ce que c'est aussi, ça peut être dans le confort de suspension ou autre, qui sont des touches françaises? En tout cas, ce qui est certain, c'est que des gens comme comment ça s'appelle, Ploué chez PSA a réussi à drainer une école de designers où alors il y a toute une équipe de gens qui tournent autour de lui et qui ensuite vont essaimer dans d'autres styles, dans centres de style d'autres constructeurs. Chez Renault, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, dans la mesure où ils ont fait venir du coup Lorenz van den Acker, mais avec des grosses équipes françaises. Après, vous pourrez affiner, mais en tout cas, il y a quand même, en tout cas, à chaque fois qu'un designer arrive en France et travaille sur des voitures françaises, un esprit particulier à développer. Et ça, je trouve que, en tout cas, ça se maintient. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que Laurent. Juste pour rendre un juge qui appartient à César, la R16 c'est Gaston Juchet, Opron c'est Citroën. Alors peut-être. Mais le raisonnement est bon, hein. Le raisonnement est bon. Mais en tout cas, il y a une histoire de haillon, ça c'est certain. Faut que je vérifie cette histoire d'Opron, vous avez. Oui, c'est Juchet. Voilà. Pardon? Non, absolument pas. La R16, c'est Gaston Juchet chez. C'est Gaston Que- Juchet. Charbonneau, il a fait la R16 3 volumes, sans haillons. Voilà. Et c'était bien 65 66, ouais, pas mal. Et Si on fait un parallèle, là, ça fait assez jeu question-réponse. Ouais. Vous avez perdu. Non, sur le style français, il y a une patte française, il y a un truc français. Quand vous parlez du haillon et finalement vous associez la mode à une fonctionnalité, parce que quelque part c'est ça, moi je fais le parallèle avec le pantalon. C'est-à-dire que finalement, le haillon est à l'automobile, ce que le pantalon est au vestiaire de la femme. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique, dont on a fini par trouver une élégance au dessin. D'accord ? Donc, je pense que l'école française, moi je le vois de deux façons. Il y a la vision qu'ont les Français de l'école française, d'accord ? Et il y a la vision qu'ont les étrangers de ce qu'est la France. Et finalement, il y a deux choses. Il y a d'un côté la vision qu'on a, nous, très quand même rationnelle et fonctionnelle, associée à l'élégance et à plutôt un certain classicisme. Vu de l'extérieur, il y a un côté glamour qui est associé à la France. Et finalement, il n'y a pas qu'une seule réponse pour moi
à l'élégance ou à la mode française. Il y en a deux qu'on voit interpréter dans le domaine, alors si on fait des parallèles dans le domaine de la mode, eh ben, Saint-Laurent est français, mais Gaultier aussi. Si on fait le parallèle dans la maroquinerie, ben on a Hermès d'un côté, on a Vuitton de l'autre, et je peux continuer ce genre de parallèle, et je pense que dans l'automobile, eh ben, on peut jouer dans les deux registres. Et je pense que quand vous parliez de DS tout à l'heure, on voit très bien de quel côté est DS aujourd'hui. On imagine qu'il y a un autre côté, qui est une élégance plus intemporelle, un petit peu plus sage, mais qui elle aussi est française. Lydia. Oui, alors sur la mode, voilà. Alors effectivement, je suis contente de ce que vous venez de dire, parce que il se trouve que j'ai eu à travailler à plusieurs reprises sur la notion d'école en mode, en matière de style. Alors, on parle de l'école japonaise, très facile, très facile à décrire, le côté déconstruit, la non-référence au passé, la non-nostalgie, etc. On peut parler de l'école belge, là aussi très conceptuelle, très facile à définir. L'école anglaise, encore plus facile, le côté extravagant. L'école française a toujours été très compliquée à définir. Parce que justement, il y a ça. Il y a la haute couture, mais dans la haute couture, vous avez aussi bien des Français, donc les maisons sont françaises, mais vous avez les directeurs artistiques qui peuvent être français, espagnols, américains, ou que sais-je, ou anglais, ou néerlandais même. Vous avez c'est extrêmement compliqué de ramasser dans une définition simple ce style français. Pour autant, il existe. Et je crois qu'il est dans certains réflexes et dans l'attachement à certaines choses. Donc, l'attachement à une certaine excellence ou une certaine recherche. Alors, recherche dans les matériaux, recherche dans des savoir-faire un petit peu précieux, un petit peu... précieux, un peu exclusif, etc. Il y a aussi, le style français peut se définir aussi, je crois, par une certaine autonomie, une autonomie ou une certaine désinvolture par rapport à la question de marque. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de créateur. La notion de création, de créateur est fondamentale dans la définition du style français. C'est-à-dire la question de la signature, et qui n'est pas une signature de marque, mais de signature de personne, du créateur. Donc ce sont des notions un peu plus abstraites, je crois, qui sont beaucoup moins... spectaculaire que lorsqu'on parle du style anglais ou du style américain ou italien, mais c'est peut-être cette spécificité-là qui fait Je me tourne vers les historiens de l'auto un petit peu. Est-ce que cette... non, mais le style français que vous évoquiez avant-guerre, qui était très identifiable, ça, pour vous, cette lignée française, du style français, perdure? Oui, et clairement, les Français ont abandonné, par exemple, ce qu'on appelle le haut de gamme après-guerre, pour commencer à y revenir aujourd'hui, mis à part quelques tentatives comme Facel Vega dans les années 60. Et aujourd'hui, ce style français perdure clairement avec la voiture populaire. Et une voiture populaire, c'est par définition, de toute façon, une voiture très intelligente. D'autant plus qu'elle a du succès. Et donc cette voiture, de toute façon, elle a son style. Bien sûr, le style français perdure. On parle depuis... Je t'en prie. Il y a peut-être un autre point aussi qui est important. C'est peut-être la notion de patrimoine aussi pour désigner la création en France. Enfin, je pense que cet attachement-là est vraiment indissociable de la création et c'est un paramètre récurrent. Enfin, à chaque fois que... même si on est dans une forme de rupture, il y a toujours cette notion de patrimoine ou d'attachement à des règles de création qui sont celles de nos patrimoines à nous. Voilà. Alors, petit point sémantique, si vous voulez bien. C'était pas prévu. Petit point sémantique, on parle de mode et on parle de style. Et Coco Chanel disait la mode, c'est ce qui se démode. Le style, jamais.
Qu'est-ce que donc pour placer un petit peu les deux. Oui, je sais, c'est une colle. Vous avez 3 heures. Je reviens demain matin. Mais j'aime bien. Alexandre, c'est toi qui es non, mais tu te fais le reflet, l'écho de l'air du temps, de cet air du temps. Donc il y a un style qui est immuable, grosso modo, ça serait ça, alors que c'est ce que ça, entre la tradition entre guillemets et le. C'est assez difficile, mais c'est ce qui prouve l'intérêt de la question à laquelle je vais essayer de répondre. Merci. Ensuite. Non, mais il y a de toute façon des modes, ça on n'y peut rien. Et après, dans le style, pour moi en tout cas, et c'est ce qu'on défend nous à GQ, comme ça je vais parler de ma crèmerie, ça sera fait. En tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une façon d'appréhender l'automobile. En l'occurrence, si on aime, je sais pas moi, cette mode des moteurs à 3 cylindres, ou bien maintenant les changements qui peuvent avoir lieu, toujours pour parler technique, avec ces boîtes à double embrayage, ce qui fait qu'on a des façons différentes de conduire. Il va y avoir aussi en termes de style l'arrivée de l'électrique qui va un peu changer. Donc voilà comment je définirais un peu les styles. Et moi, dans les styles qui m'intéressent le plus, ce sont à chaque fois des spécificités techniques, comme le haillon dont j'ai parlé tout à l'heure, ou bien des sièges en jean. Enfin, je veux dire, il y a des petites choses qui sont des touches de style. C'est comme ça que je pourrais essayer de botter en touche à cette question extrêmement difficile. Je peux essayer de ne pas botter en touche, mais Non, mais allez-y, Léo. Au point de vue automobile, en tout cas au point de vue dessin, je parle sous le contrôle de monsieur, ce qu'on peut remarquer, et c'est sans doute valable également pour la mode, c'est la tenue dans le temps d'un dessin. Voilà. Et vous avez des objets automobiles qui tiennent très bien dans le temps et qui deviennent des référents dans leur catégorie. Je prends un exemple, le premier Range Rover. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un style qui est devenu une référence, et je pense qu'on peut l'appliquer à d'autres exemples automobiles. Ils ont perdu leur style. Mais je partage complètement votre analyse. Pour moi, associé au style, il y a une idée de durabilité, de pérennité. Et finalement, quand le style français, c'est quelque chose qui perdure finalement. Quand on parle de Coco Chanel, mais ça perdure. Quand on parle de Saint-Laurent, ça perdure. Et j'associe comme vous finalement le mot style a une certaine pérennité. C'est une de nos signatures, et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, elles sont dans la mode comme dans l'automobile, chez nous, associées à une personne, que ce soit chez Citroën aujourd'hui avec Ploué, que ce soit chez Renault avec Laurens van den Acker, mais c'est associé à une personne, comme vous le décriviez pour le monde de la mode. Alors, deux univers, les concept cars d'un côté, les défilés haute couture de l'autre, deux univers qui font rêver le public, qu'on voit rarement dans la rue d'ailleurs. Enfin, ça descend en se démocratisant, mais c'est très difficile. Il suffit de voir les concept cars que vous avez pondus, offerts ces dernières années, le cycle de la vie que vous avez proposé, ou les robes de haute couture qui sont faites qu'à exemplaires uniques. Ça descend relativement peu dans la rue. Les freins du marketing, du prix évidemment. Votre création, ça reste de la création, uniquement de la création pour le geste, parce que ça met énormément de temps à se démocratiser tout ça. On va commencer par l'automobile. On va prendre la, je sais pas, une voiture que tout le monde connaît, la Capture par exemple. Le concept car de la Capture était infiniment, c'est pas du tout dire que celui de Monsieur Tout le Monde est pas réussi, mais était infiniment séduisant. Elle est très très loin. Et j'imagine que des vêtements hommes ou femmes en très haute couture ça doit que des femmes d'ailleurs, sont c'est pas demain qu'on les verra dans la rue. On commence par la mode, par la fille d'abord évidemment. Oui, alors ça, c'est une... quand on parle de mode, il n'y a pas que la haute couture. C'est-à-dire, il y a tous les créateurs qui sont généralement prêt-à-porter et qui défilent ne font pas de la haute couture, mais ça relève un peu du même processus. Les vêtements que vous voyez en défilé, vous les voyez jamais dans la rue parce que vous les voyez jamais en boutique. C'est-à-dire... et ce n'est pas une question d'unicité, ce n'est pas une question simplement de prix, c'est une question de, comme on dit en bon français dans la mode, de editing. Le créateur exprime sa vision, sa conception du monde à tel moment. Mais tout de suite derrière, vous avez la marque
Donc, vous avez les responsables du marketing qui sont là, qui disent maintenant, ce qui a marché l'année dernière, c'est plutôt les petites robes noires ou, je ne sais pas, le pantalon comme ci, comme ça. Donc, on va en refaire un petit peu différemment. Donc, tout de suite, on est dans une logique industrielle, commerciale, de profit. On n'est pas dans une logique de création. Il y a quand même une dissociation, je dois dire, de plus en plus importante entre ces deux aspects-là. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le monde de l'automobile. Donc, ce qui explique qu'il y a une énorme frustration lorsqu'on voit des gens dire « Ah, ça c'est bien, c'est beau, c'est intéressant, c'est nouveau ». Et quand on va dans les boutiques, quelle que soit la marque, on a l'impression de voir toujours un peu la même chose. Alors, je crois que c'est là. Et effectivement, il n'y a qu'une infime partie de la population. Ce n'est pas forcément les plus fortunés. C'est ceux qui ont le temps ou le goût d'aller chercher ce qui est un peu unique, un peu particulier. Et donc l'argent. Voilà. Pas forcément. On peut s'habiller de façon extraordinaire à condition d'avoir le temps de chercher les petits créateurs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc je crois que peut-être dans l'automobile, il y a un petit peu ce phénomène. C'est à peu près pareil, c'est le monde de l'argent et de l'industrie qui gagne sur le monde de la création et des poètes. Moi j'ai l'impression que la distance finalement entre les poètes et les industriels, elle finalement elle se réduit dans l'automobile. Quand vous faites si vous regardez les concept cars des années 60-70, là pour le coup il y avait une distance très très importante entre la production de grandes séries et finalement les concepts des carrossiers italiens qu'on pouvait voir à l'époque, Stratos, toutes ces autos-là absolument fantastiques, mais qui n'avaient pas finalement qui n'avaient aucun parallèle dans la rue à l'époque. Hein. Là où je crois qu'il y a c'est une Alfa Romeo, n'est-ce pas, la Carabo voilà. Verte. La Carabo 1968, donc sur une base Alfa. On a la Maserati Boomerang 71. Qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu plus tard. Et la Mercedes C111 qui est aussi un exercice de style technique puisqu'elle a les moteurs rotatifs, les 4 banquets. Si vous voulez, je suis plus positif que vous parce que je trouve que finalement, non, mais moi je suis là pour poser des questions. Les concepts que l'on peut voir aujourd'hui trouvent finalement irriguent fortement la production de séries. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons faire et c'est ce que l'on s'emploie à faire au quotidien. Pour qu'on arrête de nous dire finalement vous faites des super beaux concept cars, mais vos voitures de production, elles sont beaucoup moins intéressantes. Ça on n'a plus du tout envie de l'entendre. Et finalement notre travail du quotidien, si vous voulez, c'est d'arriver à convaincre, à emmener le plus tôt possible dans nos réflexions nos ingénieurs, de façon à pouvoir être capable finalement après-demain d'amener vers la production des idées très avancées. Quand on regarde notre concept car EOLab de cette année, finalement, c'était quoi notre objectif? C'était d'être capable d'emmener toute l'ingénierie Renault avec nous pour être capable de rendre projetable un futur qui ressemble à ça. Et ça, je pense que c'est une préoccupation que tous les designers intégrés de l'automobile aujourd'hui ont. Oui, Alexandre. Une petite, il y a eu dans l'histoire récente un exemple de concept car qui a été produit quasiment à l'identique. Alors après, reste à savoir si c'était pas prévu dès le départ. Mais en tout cas, quand le Range Rover Evoque a été présenté, c'était un concept car. Oui, ça s'appelait LRX même à ce moment-là. Ouais. Et non, la voiture est maintenant produite en grande série et avec un certain succès. Et donc, ce qui était surprenant, en tout cas pour nous qui regardons l'automobile de près, c'est quand la voiture de série est sortie, il y avait extrêmement peu de différence sur la partie extérieure avec le concept car qu'on avait tant admiré 2 ans avant. Voilà. Et Patrick ? En fait, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a une reprise de l'entreprise à ce moment-là. Tout à fait. Hein, et finalement, le concept était dans l'atelier, okay, et le repreneur a dit je la veux comme ça. Okay, et donc la voiture, c'est le concept car qui a été transposé en voiture de série. Et ce n'est pas un exemple unique, hein, ça se passe aussi chez nous, ce genre de choses. Mais il fut un temps pas si lointain, je crois, où c'est le créateur, c'est le designer, les agathos, etc. Je vais être un petit peu vulgaire et pardon, se foutaient pas mal de l'avis du public, du marketing, etc.
Je trouve que c'est beau, ces deux bosses-là, je trouve que c'est bien pour l'un, pour l'autre, ce gal ou cette forme, je trouve ça bien, et ce sera ainsi. Aujourd'hui, on tient compte, il y a tant de paramètres auxquels vous tenez compte. D'exposer un concept car, c'est faire valoir votre savoir-faire, c'est également écouter, avoir des retours. Je pense à un exemple que tu connais certainement, c'est, je vais peut-être me tromper, je crois que c'est Bentley qui prépare un SUV, un 4x4, un truc absolument monstrueux, que tout le monde a trouvé monstrueux parmi mes camarades, mais j'ai peut-être pas beaucoup de camarades, et Bentley s'est dit, chouette, le public adore, on va le produire. Avant, les créateurs, les artistes, négligeaient un peu la vie, étaient vraiment des créateurs. Et ça se... Alors d'abord, ceux que tu cites, ils étaient italiens. C'était une autre période. Mais je crois qu'aujourd'hui, on s'en inspire, et me vient à l'esprit un exemple, c'est le coupé Peugeot RCZ. Puisque RCZ reprend le double bubble, donc les doubles bulles, de Zagato. D'ailleurs, je ne sais pas si Z, ça veut dire Zagato, en hommage, il faudrait leur demander. Mais voilà un exemple aujourd'hui d'inspiration qui était peut-être gratuite à l'époque, mais dont on se sert aujourd'hui. C'est ce qui me paraît intéressant. Je pense qu'on peut pas opposer créateurs et ingénieurs ou créateurs et marketeurs aujourd'hui. Il faut surtout pas rentrer dans cette opposition, parce que finalement, ce qui s'est passé ces 20 ou 30 dernières années, c'est que le processus créatif a été collaboratif beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans à l'époque où finalement le créatif dans une grande entreprise faisait du style sur un package, on appelle ça un package, une voiture qui avait été dessinée par les ingénieurs, et on appelait ça habiller le bossu. D'accord ? Ça, c'est comme ça qu'on en parlait de notre travail. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là, si vous voulez. On est dans une imbrication entre les gens de marketing qui finalement sont la voix du client, hein, les créateurs, les designers qui sont finalement l'œil du client, et puis les ingénieurs qui sont ceux qui vont nous aider à aboutir, à fabriquer finalement ce rêve. Et aujourd'hui, l'industrie automobile dans laquelle moi je vis, c'est une industrie collaborative dans laquelle aucun des métiers ne s'oppose, mais plutôt s'enrichissent mutuellement pour arriver à faire des voitures toujours meilleures, toujours plus belles, mais toujours meilleures. Quand un créateur on avait le créateur automobile, un créateur de mode, je sais pas, Galliano, Gauthier, Lagerfeld, etc., pour la haute couture, ils sont certes dans l'air du temps, mais ils ne sont pas aussi influencés. Ou sont-ils aussi influencés? D'ailleurs, j'en sais rien. C'est une question. Il faut quand même, dans ce beau mariage ou ce beau compagnonnage de l'automobile et de la mode, on oublie quand même une donnée essentielle, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes rythmes, ce n'est pas du tout les mêmes temps. Une maison de mode, qu'elle soit de couture ou de prêt-à-porter, elle doit produire, elle doit renouveler la totalité de son offre 4, 6, 8 fois par an. 8 fois par an. Donc, de nouvelles collections, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'un constructeur automobile. Donc, ça veut dire que 8 fois par an... On a le droit de se tromper. Et on a le droit de se tromper aussi. On a le droit de se tromper, mais ça veut dire que 8 fois par an, on ne peut pas être... comment dire le marketing prend une place beaucoup plus conséquente dans ce rythme-là. Alors, il y a une nouvelle tendance qui se profile depuis quelques années, où on a des créateurs qui ont aussi une formation de marketing, enfin qui deviennent leurs meilleurs éditeurs. Et ça, c'est complètement nouveau. Ça, c'est un peu l'emprise de la manière, disons, américaine, une espèce de rationalité de la mode, qui tend à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce décalage abyssal entre le poète que vous évoquiez tout à l'heure et le commercial, disons, qui était une notion un peu dévalorisante jusque-là. Mais c'est une tendance plutôt récente dans l'histoire de la mode. Et je crois que peut-être que dans l'automobile, cette question d'avoir intégré, d'avoir harmonisé et d'avoir associé de façon si forte l'ingénieur au créateur est peut-être un paradigme intéressant pour la mode.
Oui, parce que ce que vous décrivez dans le monde de la mode, finalement, c'est un peu la conséquence de l'organisation que j'ai décrite. C'est qu'aujourd'hui, un designer, quand il crée, forcément, il a tellement été irrigué au quotidien des problématiques clients, des problématiques techniques, que finalement, il va l'intégrer dans son processus créatif. Et ce sera ainsi, la confrontation sera beaucoup moins frontale, sera beaucoup moins dure avec ses collègues. Hein, je pense. Moi, je rejoins assez ce que dit monsieur, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous décriviez dans l'organisation même au sein des marques automobiles, et on le voit assez dans la mode aussi, c'est-à-dire il y a deux phénomènes. Déjà, je pense que le prêt-à-porter, quelque part, frôle parfois la couture, et il y a une frontière qui est moins ténue entre la haute couture et le prêt-à-porter. Je dirais même que la haute couture, aujourd'hui, est presque aussi, enfin, à part quelques exceptions, une manière d'entretenir certains métiers. On parlait de patrimoine tout à l'heure, qui vont être l'orfèvrerie, les métiers d'art, et moins forcément, parfois, dans l'expérimentation que ne peut l'être le prêt-à-porter. Et quelque part, le prêt-à-porter il y a une frontière moins élevé entre ce que va être la création des défilés et ce qui va véritablement se passer dans la rue. Et ensuite, il y a un autre phénomène dans la mode, et j'ai l'impression de l'observer un peu dans l'automobile de plus en plus, c'est qu'on est moins dans des marques globales, mais de plus en plus dans des marques qu'on peut dire de niche, avec des organisations plus resserrées, avec un créateur moins déconnecté effectivement de la partie marketing ou du consommateur final, mais aussi par rapport à des remontées d'informations qui sont plus directes. Et je pense que la distance entre le créateur final et le consommateur, enfin le créateur et le consommateur final plutôt, est beaucoup moins élevée qu'avant, beaucoup moins opaque, et quelque part, j'ai l'impression qu'on entre dans une ère où finalement on entre après la communication, c'est le designer qui va avoir une parole qui est beaucoup plus importante et vraiment connectée avec des attentes d'une société, quoi. Enfin. Alexandre. Pour abonder dans ton sens, il y a autant en couture, par exemple chez H&M, des grands couturiers qui participent, un peu comme quand Ferrari participait à une Lancia qui était la Thema 832, où elle avait un moteur donc différent. C'est exact là ? Oui, ça, c'est exact. Et ou Porsche qui faisait la Seat Ibiza, par exemple, il y avait écrit système Porsche sur le moteur. Mais pour revenir aussi sur cet aspect de différenciation et de maison de couture, et en tout cas de personnalisation, c'est en tout cas quelque chose qui apparaît vraiment maintenant dans l'industrie automobile, avec la possibilité de choisir tout un tas de couleurs de toits, de rétroviseurs et autres. Et donc ça se retrouve à tous les niveaux, que ce soit chez Mini par exemple, qui avait un peu lancé cette mode en tout cas en grande production, jusqu'à chez Ferrari, où ils ont ouvert en grande pompe un cabinet spécial où chacun peut, comme la Poelcan, avoir encore une fois des sièges en jean sur sa Ferrari, et du coup personnaliser à l'extrême son automobile. Chez Rolls, ça existe aussi, et 100% des Rolls qui sortent sont personnalisés. Oui, Patrick, je t'en prie, réponds, puis après c'est un grand cycle, hein. On était sur des carrossiers, enfin des voitures avec des carrosseries spécifiques pour un client, etc. On est passé à une ère totalement industrielle, avec une ère industrielle qui permet une personnalisation de plus en plus fine, etc. Et puis on commence même sur certaines clientèles, très étroites encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on voit de renaître une petite activité chez des carrossiers. On parlait de Zagato, on parle de Touring, etc. Alors c'est très marginal par rapport à ce que c'était avant-guerre, mais ceux qui ont survécu commencent à reprendre un peu d'oxygène, et il y a de nouveau des gros clients qui veulent une voiture exceptionnelle et spécifique à leur goût. Dans les concours d'élégance aujourd'hui, il y a les belles anciennes, et il y a les concept cars se sont fait une place terrible. Est-ce que c'est faire une place aux créateurs d'aujourd'hui, ou c'est faire une place, ou c'est faire rentrer dans l'élégance le monde, le marketing, voilà. Ou alors c'est faire rentrer dans l'élégance vous voyez ce que je veux dire, on fait rentrer les créateurs dans l'élégance. Oui, ça t'ennuie un petit peu. Non, la question elle est très simple. La Villades, c'est BMW. Oui. Donc concours d'élégance où on va voir des BMW, c'est très. Alors il n'y a pas que des BMW, certes, mais c'est quand même BMW, c'est très très marqué. Où est la part de la poésie, de la beauté et de la. Est-ce que la beauté, voilà, ça s'achète pas. La poésie ne s'achète pas, Patrick. Non, mais je suis d'autant plus. Enfin,
d'autant mieux pour en parler qu'il n'y a pas Chantilly, c'est ouvert à tout le monde. Vous avez évidemment des partenaires qui ne sont pas des partenaires. D'abord, je crois que tous les constructeurs aujourd'hui, enfin la majeure partie des grands constructeurs puisent dans leur histoire, dans leurs racines, etc., etc. Ceux qui n'avaient pas d'histoire, de temps en temps, l'ont construite de manière totalement artificielle, et il y en a quelques-uns qui l'ont très bien fait d'ailleurs. Nous, ce qu'on a voulu faire, il y a un phénomène important sur la voiture ancienne, avec des concours qui ne sont pas des concours d'élégance, qui sont des concours d'état, parce qu'on juge une voiture de manière statique sur son esthétique, sa restauration, son style, etc., etc. Et moi, je me suis fait de temps en temps un peu critiquer parce que sur des événements de voitures anciennes comme Le Mans classique, par exemple, j'avais fait venir la Survolt de chez Citroën, et on m'a dit c'est absolument scandaleux de faire. Vous voyez, il est acheté par un constructeur parce que. Non, moi j'aime les voitures, et il y a des choses merveilleuses et il y a des choses beaucoup moins merveilleuses à toutes les époques et chez tous les constructeurs. Et pour moi, je suis aussi intéressé, selon les jours, bien entendu, par des choses qui ont 100 ans, 30 ans, ou actuelles, ou futures, etc. Et on a voulu faire venir des voitures exceptionnelles. Les concept cars sont des voitures exceptionnelles parce qu'elles préfigurent quelque chose. Alors des fois, ça n'est qu'un essai, et puis on s'aperçoit qu'après ça, on fait marche arrière. Ou des fois, effectivement, quand on parlait de l'Evoque tout à l'heure, il y a un suivi direct. Mais moi, il y a une continuité. Et en revanche, ce qu'on a voulu, c'est associer les voitures modernes à de la mode actuelle. Beaucoup plus difficile avec les voitures anciennes parce que ça se transforme assez vite en déguisement. Je suis désolé, mais c'est pas toujours d'un goût parfait, et donc l'association est des fois un petit peu difficile en fonction du goût des propriétaires. Et pour s'en convaincre, sur le site, alors ça doit être Peter Auto, mais je suis pas très bon en website, mais le site est bien fait. Il y a de très belles photos de Chantilly. C'était début. Ils sont pas mal. Oui, mais on a essayé. Merci, mais on a essayé effectivement de faire venir des vraies maisons. Donc, il y a des maisons comme Mugler, comme Balmain, etc. Donc, on a fait venir des maisons actuelles. Et sur une première, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, on va voir si on arrive à impulser quelque chose de ce côté-là. Un dernier mot pour terminer, David, en tant que... Pour moi, c'est juste par rapport à cette frontière entre l'art et le commerce que je trouve de toute façon de plus en plus ténue, et qu'elle soit dans l'automobile ou dans la mode, parce que quelque part, on a, comme je disais, avec ce phénomène de niche, on a aussi des marques qui aujourd'hui ont un rapport davantage culturel avec leur clientèle, et moins dans une approche commerciale qui va être celle de vente. Donc quelque part, ils doivent un petit peu démontrer qu'ils remplissent une attente qui va être assez... l'attente même d'un client qui peut être un expert un peu dans la niche dans laquelle ils sont. Donc, pour moi, c'est un des phénomènes qui fait que mode et automobile, finalement, aussi, au-delà du fait qu'on est dans un schéma où les choses un peu hybrides, vont travailler peut-être encore plus ensemble. Voilà. Un mot pour d'abord, je conseille à tout le monde d'aller voir l'exposition de David. Je l'aurais fait, c'était pas du tout ma question. Oui, non, mais parce qu'elle est assez impressionnante, puisqu'il y a toutes les époques, et je sais pas, autant la Méhari que l'Avantime, qui sont des bijoux. Que la Voisin, qui est magnifique. Oui. Dernière chose, GQ est un magazine qui sent l'air du temps et un peu demain, voire après-demain. C'est quoi la tendance demain pour savoir quels seront nos vêtements et savoir quelles seront nos voitures? C'est toujours moi qui ai les questions difficiles. Voilà, donc... Alors, il y a justement... Non, mais c'est ton journal. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi une tendance nette à l'hybridation. Et c'est ce qu'on voit, et c'est pour ça que tout le monde est très heureux que Renault ait enfin un véhicule hybride. Ça c'est pour la voiture. L'hybridation dans la mode, ça va... Et après, c'est les mélanges entre le sportswear et des tenues beaucoup plus classiques. La manière dont tu es vêtu aujourd'hui, c'est... Un petit peu sportswear. C'est un peu sportswear et un peu classique. Streetwear, voilà, donc tu es très tendance. Voilà.
Vous reconnaissez dans cette tendance très, très rapidement dans le design automobile. Ça sera dans l'hybridation, pas seulement dans la motorisation, mais dans le mélange des genres. Oui, c'est un peu le truc crossover. On fait un truc qui est break, qui est haut, qui est bas, etc. C'est ça en fait, non? On est en train de réinventer les genres, c'est vrai, et on est en train de... Et vous êtes un petit peu en pôle chez Renault quand même pour ça. L'espace en est la preuve. C'est pas vraiment très grand, c'est pas vrai. C'est très grand, mais c'est plus un monospace. C'est l'hybridation d'un monospace et d'un crossover, finalement, qui répond, comme disait monsieur, à la demande des clients d'aujourd'hui. On change d'époque et que ce soit la mode ou l'automobile, finalement, les deux doivent évoluer avec leur époque et sont en constante évolution. Et c'est vrai que la période actuelle est à l'hybridation des genres multiples dans tous les domaines. Voilà, étant donné que ça va de plus en plus vite, ça changera de plus en plus vite pour s'en convaincre. Et tu as tout à fait raison d'inviter tout le monde, si ce n'est déjà fait, à aller au 8, découvrir, parcourir cette exposition à l'automobile et la mode, c'est pendant tout le salon. Et c'est vraiment, vraiment très riche, c'est très intéressant. On découvre certaines choses, beaucoup de choses. On se remémore plein de choses. C'est avec les fameuses archives de l'INA qui nous ont accompagnés tout cet après-midi. Merci à Lydia Kamitsis, merci à Patrick Peter, Laurent Herriou, Alexandre Lazerge, David Herman et Patrick Le Charpie d'être venus aujourd'hui pour ce deuxième atelier sociétal. Le troisième, et vous êtes la bienvenue, si vous êtes dans le coin, ça nous fera plaisir. C'est sur les femmes, vous aurez, vous pourrez vous exprimer, alors qu'il se passe énormément de choses là aussi. C'est les femmes. Merci à vous de nous avoir fait l'amitié de venir cet après-midi. Et à très bientôt, merci. Moi j'aime bien quand ça pose, quand pas à la fin. Parce que ça, à la fin, ça s'éternise. Ouais, ah non, non, oui. Sinon, c'est à la fin. Je vais vous demander, monsieur Pété.